Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau du programme de SES pour le bac, le chômage. C'est un sujet qui tombe tout le temps, alors l'objectif, c'est de voir ensemble comment le décortiquer pour être au point le jour J. Et pour commencer, on va se poser la question qui est vraiment au cœur du sujet, une question qui pourrait typiquement être un sujet de dissertation. Pourquoi est-ce qu'il y a du chômage dans nos économies ? Alors, voilà comment on va procéder. D'abord, on va se créer une petite boîte à outils. On va définir et mesurer le chômage. Ensuite, on part en enquête pour comprendre les deux grands types de chômage, le conjoncturel et le structurel. Et pour finir, on fera une synthèse, un dossier spécial bac pour être sûr d'avoir tout en main. Allez, c'est parti pour la première partie, la boîte à outils. Pour bien comprendre et analyser le chômage, il faut d'abord maîtriser le vocabulaire, parler le même langage que les économistes si vous voulez. Le premier concept de base, c'est la population active. Alors, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement l'ensemble des personnes qui sont sur le marché du travail. Ça inclut donc à la fois celles qui ont un emploi, même si elles n'ont travaillé qu'une heure dans la semaine, et celles qui sont au chômage, c'est-à-dire qui cherchent activement un travail. C'est en quelque sorte le réservoir de main-d'œuvre d'un pays. Maintenant, attention, on passe à la définition officielle du chômage, celle du BAT, le Bureau international du travail. C'est super important, parce que c'est celle qu'on utilise partout pour comparer les pays. Pour être compté comme chômeur, il faut cocher 3 cases en même temps. C'est cumulatif. Primo, ne pas avoir de travail. Secondo, être disponible tout de suite, sous 2 semaines. Et tertio, avoir activement cherché un emploi dans les 4 dernières semaines. Si une seule de ces conditions manque, hop, on n'est plus dans la case chômeur au sens du BIT. Et avec ces définitions, on peut construire 2 indicateurs phares. D'abord, le fameux taux de chômage. La formule est simple, c'est le nombre de chômeurs divisé par la population active. Attention au piège classique, c'est bien la population active au dénominateur, pas la population totale. Et à côté, on a un autre indicateur très utile, le taux d'emploi. Lui, il mesure la part des gens qui travaillent par rapport à toute la population en âge de travailler. Ça donne une bonne idée de la capacité d'un pays à mobiliser sa main-d'œuvre. Et voilà ce que ça donne concrètement en France sur les 20 dernières années. Ce graphique de l'INSEE nous montre bien que le taux de chômage, il n'est pas stable du tout. On voit très nettement des pics, comme après la crise financière de 2008, et on voit aussi la tendance plus récente, avec un taux qui s'établissait à 7,5% fin 2023. C'est ça qui fait l'actualité économique. Bon, petite question pour voir si ça suit. Imaginez une personne qui a perdu son travail et qui est tellement découragée qu'elle a arrêté de chercher. Est-ce qu'on la compte comme chômeuse, d'après la définition du BIT ? Eh bien non. Et c'est là que la définition est très stricte. Comme cette personne ne cherche pas activement, elle n'est pas considérée comme chômeuse, mais comme inactive. C'est ce qu'on appelle le halo du chômage. Toutes ces personnes qui sont à la frontière, qui voudraient travailler, mais ne remplissent pas tous les critères. Et dans le même esprit, il y a aussi le sous-emploi. Ça concerne les gens qui ont un travail, souvent à temps partiel, mais qui voudraient travailler plus. Ce sont 2 notions super importantes pour avoir une vision complète des tensions sur le marché du travail. Ok, notre boîte à outils est prête. On peut maintenant commencer notre enquête. Premier suspect sur la liste, le chômage conjoncturel. Son nom l'indique un peu, il est directement lié à la conjoncture, c'est-à-dire à la santé globale de l'économie à court terme. Pour bien piger ce chômage conjoncturel, il faut avoir cette image en tête. L'économie, ce n'est pas une longue ligne droite vers le haut. C'est plutôt des montagnes russes, avec des cycles. Il y a des phases d'expansion où tout va bien, la croissance est forte, et puis des phases de ralentissement, voire de récession, où l'activité économique patine. Et le chômage conjoncturel, il suit exactement ces vagues. Le mécanisme est assez simple à comprendre. Quand l'économie ralentit, on consomme moins, les entreprises investissent moins. Bref, la demande globale baisse. En réaction, les entreprises produisent moins. Et si elles produisent moins, elles ont besoin de moins de main-d'œuvre. Résultat, elles licencient ou au moins elles arrêtent d'embaucher. C'est ce qu'on appelle parfois le chômage keynésien, du nom de l'économiste John Maynard Keynes, qui a été le premier à vraiment mettre en évidence ce lien très fort entre la demande globale et le niveau de l'emploi. D'accord. Mais alors, comment expliquer qu'il y ait toujours un certain niveau de chômage, même quand l'économie est en pleine croissance ? Là, on touche à quelque chose de plus profond, de plus complexe. On entre dans la deuxième partie de notre enquête. Il s'agit du chômage structurel. Lui, il ne dépend pas des cycles économiques. C'est un chômage de long terme qui est lié aux caractéristiques même du marché du travail, ses règles, ses blocages, ses imperfections. C'est en quelque sorte le noyau dur du chômage. Alors, d'où vient ce chômage structurel ? Une des explications principales, ce sont les problèmes d'appariement. C'est une façon un peu technique de dire que les employeurs qui cherchent des gens et les gens qui cherchent du travail ont du mal à se trouver. Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, le chômage frictionnel. C'est juste le temps normal qu'il faut pour passer d'un job à un autre. Ensuite, il y a l'inadéquation spatiale. Les emplois sont à Paris, mais les candidats qualifiés sont à Marseille. Et enfin, et c'est peut-être le plus important aujourd'hui, l'inadéquation des qualifications. Les entreprises cherchent des développeurs web, mais les chômeurs sont d'anciens ouvriers dont les compétences ne sont plus demandées.
Une autre source de chômage structurel, c'est ce qu'on appelle les asymétries d'information. Ça a l'air compliqué, mais c'est simple. Quand un employeur fait passer un entretien, il ne sait pas vraiment si le candidat en face de lui sera super productif ou pas. Il y a un risque. Et face à ce risque, l'employeur peut hésiter à embaucher. Pour essayer de réduire ce risque, une entreprise peut décider de proposer un salaire plus élevé que la normale, ce qu'on appelle un salaire d'efficience. L'idée, c'est d'attirer les meilleurs candidats et de les motiver à fond. Le souci, c'est que si l'entreprise paye mieux ses salariés, elle aura peut-être les moyens d'en embaucher moins au total. Donc, ça peut créer du chômage pour ceux qui restent à la porte. Enfin, il faut parler du rôle des institutions, c'est-à-dire des règles du jeu sur le marché du travail. Prenons le salaire minimum, le SMIC. C'est un sujet qui fait toujours débat. D'un côté, certains disent qu'un SMIC trop élevé augmente le coût du travail et peut donc décourager les entreprises d'embaucher les personnes les moins qualifiées, mais de l'autre, le SMIC assure un revenu minimum, ça peut motiver et ça soutient la consommation. Il y a un effet potentiellement positif et un effet potentiellement négatif. C'est un peu la même logique pour les règles de protection de l'emploi, c'est-à-dire la difficulté et le coût pour licencier quelqu'un. Si les règles sont très strictes, une entreprise peut y réfléchir à 2 fois avant d'embaucher quelqu'un en CDI, par peur de ne pouvoir s'en séparer si ça va mal. Mais à l'inverse, cette protection est cruciale pour les salariés et elle peut aussi empêcher des vagues de licenciements massifs dès que la conjoncture se retourne. Là encore, l'effet est ambivalent. Bon, on a vu beaucoup de choses. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle. On passe à la synthèse finale spéciale bac. Le point absolument crucial à retenir, c'est la différence entre le chômage conjoncturel et le chômage structurel. Ce tableau résume tout. Le conjoncturel, c'est un problème de demande, c'est à court terme, et on le combat avec des politiques de relance. Le structurel, c'est un problème d'offre, d'inadéquation, c'est du long terme, et là, il faut des réformes de fond, comme la formation professionnelle ou des changements dans les règles du marché du travail. Et voilà concrètement à quoi pourrait ressembler en sujet de bac une EC2 par exemple. Face à cette question, la méthode est simple, on commence par définir le chômage structurel, puis on explique une par une les 3 formes d'appariement, frictionnel, spatial, qualification, en donnant à chaque fois un exemple clair tiré des documents ou de ses connaissances. Pour vous aider à réviser, voici une petite méthode express en 4 points. 1. Maîtrisez les définitions sur le bout des doigts, surtout celles du chômage au sens du BIT. 2. Soyez capable de refaire le petit schéma de causalité pour chaque type de chômage. 3. Pour le structurel, associez chaque cause à un exemple précis. Et 4. Entraînez-vous à lire et commenter un graphique de l'INSEE. Si vous faites ça, vous êtes paré. Voilà. On a défini, mesuré et expliqué les causes du chômage. Mais évidemment, la question qui vient juste après et qui est au cœur des débats politiques et économiques, c'est comment on fait pour lutter contre? Quelles sont les bonnes politiques à mettre en place? C'est une excellente ouverture, et c'est justement le sujet d'un autre grand chapitre du programme.